Ok, c'est parti, bienvenue dans la seconde partie de cette masterclass sur comment créer des bons contenus engageants. Donc, dans la première partie, on s'en est arrêté avec la génération d'insights, avec beaucoup d'idées euh, en méga divergence, qui vont de partout, mais qui sont des idées originales qu'on a eues nous et qui sont nouvelles au monde, et qui vont probablement résonner avec les valeurs et les problèmes que les gens rencontrent. Ça, c'est top. On a donc de la matière. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on crée des bons contenus à partir de toute cette matière, de tous ces insights. Eh bien, j'ai créé un petit protocole que vous pouvez suivre à chaque fois que vous voulez créer un contenu et qui vous permettra logiquement de, la plupart du temps, faire un bon contenu. Donc, je vous propose de le voir ensemble. Je l'ai noté dans des slides ici, mais globalement, je l'ai re-résumé juste ici. Et donc, on va simplement suivre ce protocole ici. Vous le retrouvez également dans l'article en écrit, dans l'article qui accompagne cette vidéo. Donc, première étape, c'est clarifier l'objectif. Avant de commencer, il faut clairement identifier le but de notre contenu. Donc voilà, moi, je vous ai mis quelques options possibles. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter. Globalement, un bon contenu, ça peut être un contenu qui remet en question le statu quo avec des preuves convaincantes. Propose une solution à un problème complexe. Simplifie un sujet complexe pour le rendre accessible. Raconte une histoire captivante qui transmet une leçon. Exprime une pensée commune, mais rarement verbalisée. Identifie des tendances clés et qui prédit l'avenir. Ou apporte des insights originaux basés sur vos recherches. Pour clarifier l'objectif, on peut réaliser ce template. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai envie de partir sur une vidéo sur le thème prendre des notes. Ça sert à rien pour l'exemple de cette vidéo. Donc, en fait, je suis revenu ici dans ma carte mentale et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour faire une vidéo. Et je suis revenu ici et je me suis dit, ok, la plupart des gens, en fait, ils se disent, ok, en fait, ça prend du temps, je perds mon temps un peu à prendre des notes. Et moi, j'ai observé que c'était une tendance qui avait de plus en plus fréquente, où les gens disent, mais en fait, moi, ça me sert à rien de prendre des notes. En fait, il faut simplement l'appliquer dans la vie, sinon ça apporte aucun résultat, etc. Des choses comme ça, quoi, des raisonnements un peu basiques, relativistes de ce type. Donc moi, j'ai envie de reprendre ces raisonnements-là. J'ai envie de reprendre, également ce que ressentent les gens qui est en fait, est-ce que prendre des notes, ça me sert vraiment à quelque chose? Et essayer pardon, d'en faire une vidéo. Donc, la première chose que je me demande toujours, c'est quoi mon objectif, mes points d'appui et c'est quoi les résultats que je veux pour le lecteur? Pour le lecteur, moi, mon but, en vrai, c'est de l'inspirer à prendre des notes. Parce que, voilà, s'il prend pas de notes, il gagnera pas en profondeur intellectuelle et moi, mon objectif, c'est qu'il soit inspiré à prendre des notes, pour gagner en profondeur. Au niveau des points d'appui que j'ai envie d'utiliser pour ça, ça va être, la sharpness of thinking. J'avais un truc sur le go through les connaissances. Peut-être sharpness of thinking, je l'avais aussi en note. Donc moi, j'ai l'avantage d'avoir un système de prise de notes qui, qui contient en fait toutes mes idées, tous mes concepts. Donc je vais pouvoir faire beaucoup de liens comme ça entre mes connaissances et ça va aller assez rapidement pour écrire derrière. Mais les points d'appui, voilà, c'est important de les noter. Si vous les avez pas en notes, c'est pas grave, vous pouvez les avoir dans votre tête, mais il faut que vous les listiez juste ici. En gros, c'est plus ou moins ce que vous voulez balancer dans ce contenu. C'est aussi le bon moment pour faire un peu un brainstorming. Si vous voulez point d'appui, ça peut carrément devenir, heu, un dépotoir quand vous mettez, «idées que j'ai envie de placer dans mon contenu». Considérez-le un peu comme ça. Moi, c'est souvent comme ça que je le considère en tout cas. Donc sharpness of thinking, go through les connaissances, un truc un peu aussi avec les insights quoi, c'est quoi ce truc? Humility et cetera, ouais, non, bon, bof. Heu, je peux faire un truc avec les 7 slots de la mémoire à cou avec, la courbe d'Ebbinghaus. Voilà, c'est la courbe de l'oubli en fait, c'est genre, voilà, on oublie en fait très rapidement, 80 des contenus qu'on consomme. Voilà, go through les connaissances, une question aussi d'émergence, émergence par, la sérendipité. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre d'autre dans ce contenu? Heu, bah, je pense que c'est déjà bien. Je vais m'arrêter là, je vais faire un contenu assez simple autour de ces 4 idées-là. Voilà, donc globalement, c'est ça ma préparation d'article.
OK, la seconde étape de ce processus de création de contenu, c'est de choisir l'angle, du sujet. Vous allez me dire: «Oui, mais OK, mais en fait, c'est quoi la différence entre un angle et un sujet?» Et bah, le sujet, c'est le thème qu'on va aborder et l'angle, c'est comment est-ce qu'on va aborder ce sujet. Par exemple, si je veux créer un contenu sur mon expérience d'apprentissage de la biologie. Je sais pas si vous savez, mais j'ai passé il y a 2 ans maintenant, j'ai passé quasiment 6 mois, 1 an, un truc comme ça, à, lire un livre de, 2 000 pages de biologie. Et à l'apprendre par cœur. Parce que je voulais simplement avoir des clés de compréhension du monde pour comprendre comment marchent les écosystèmes, comment marche, la biologie cellulaire. Quand j'ai des études sur les neurosciences sciences, je veux comprendre c'est quoi les neurotransmetteurs, voilà. Je voulais aller en profondeur dans les mécanismes qui régissent le vivant. Bon, maintenant cette expérience-là, elle peut être abordée sous beaucoup, beaucoup d'angles différentes. Par exemple, comment j'ai appris ce livre de 3 000 pages en 6 mois? C'est quoi les techniques d'apprentissage que j'ai utilisées? Pourquoi apprendre la biologie m'a transformé? J'ai passé une licence de biologie sans aller à la fac, remettre en question le système, de la fac. Bon, il y a 1 000 000 d'angles qu'on pourrait prendre sur une même histoire à raconter, ou sur un même sujet. Même sur celui-ci, hein, il y a pas mal d'angles différents qu'on pourrait prendre. Donc le conseil, c'est de vous concentrer sur un seul angle par contenu. Maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon angle? Et bah, il y a plusieurs conseils que j'ai listés juste ici, que vous pouvez, prendre à chaque fois que vous voulez trouver un bon angle. D'abord, formulez l'angle comme un titre ou une phrase directrice. Ensuite, identifiez une histoire que vous avez envie de raconter. Le mieux, c'est toujours d'avoir une histoire que vous allez pouvoir raconter en guise d'intro ou de fil directeur qui sont en lien avec l'angle que vous avez choisi. Par exemple, dire, si c'est un truc sur les méthodes d'apprentissage, voilà, que vous avez galéré pendant les 2 premiers mois, que c'était horrible et cetera et qu'ensuite, du coup, vous avez réussi à trouver un super système d'apprentissage et c'est ça que vous allez raconter. J'en sais rien, c'est peut-être une bonne idée, je sais pas. Focalisez-vous sur ce qui vous passionne réellement. Concrètement, pourquoi est-ce que je parle de ça, en fait, moi? Qu'est-ce qui me passionne le plus au fond de ça? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce qui aurait pu changer votre vie si vous aviez vu cette vidéo il y a 6 mois? Réfléchissez à ce qui vous a marqué ou surpris dans votre expérience et considérez les aspects uniques et inattendus de votre expérience. De votre sujet, pardon. Donc moi, de mon côté, c'est quoi l'angle que je vais pouvoir choisir? Heu, Moi, mon angle sur le fait, que prendre des notes, ça sert à quelque chose en réalité, c'est c'est un angle un peu sociétal. C'est-à-dire dire, enfin, c'est vraiment cet angle-là que j'ai envie de prendre. Ce qui m'intéresse moi dans ce phénomène, c'est voir, heu, des gens faire des vidéos, genre: «Pourquoi prendre des notes ça sert à rien?» «Pourquoi le problème ou l'erreur avec la prise de notes?» et cetera. Mais les gens, tu vois, qu'est-ce qu'ils font? Mais purée, ils lisent des livres, c'est le truc le plus bas niveau possible, ils ont pas de profondeur, ils ont pas de connaissances. Voilà, c'est triste, quoi. Il y a juste plus de richesse intellectuelle. OK, oui, ça sert à rien de prendre des livres si ta vie, c'est faire du cash sur internet, quoi. Mais si ta vie, c'est tu envie d'aller en profondeur avec les connaissances et cetera, vas-y, il faut que tu prennes des notes. Voilà, l'angle que j'ai envie de choisir, c'est un truc un peu sociétal, la qualité de pensée des gens s'appauvrit et les gens croient qu'il ne faut plus prendre des notes et ils ont tort. C'est ça un peu mon angle que j'ai envie de mettre. Voilà, mais après j'aurais pu prendre aussi beaucoup d'autres angles. Par exemple, dire, OK, peut-être que vous avez l'impression de perdre votre temps quand vous lisez. Un truc sur la perte de temps, donc un truc plus perso, est-ce que le ROI en fait, serait l'angle du ROI sur ce sujet? Je mets du temps à prendre des notes, mais est-ce que ça me rapporte réellement de l'argent ou un retour quelconque en retour, de ce temps investi à la prise de notes? Peut-être pas. Heu, voilà, un truc un peu comme ça. Il y a plein d'angles différents possibles. Moi, je vais aller vers l'angle sociétal en l'occurrence. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc de créer un hook. Un hook, c'est quoi? C'est l'accroche de votre contenu. C'est une accroche, en fait. L'objectif, c'est de donner au lecteur une raison de s'intéresser à votre contenu et les accrocher avec les premières parties d'une histoire qui est intéressante. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est de choisir parmi les 4 options suivantes pour créer votre hook. Première option, vous pouvez poser une question intrigante sans donner la réponse complète. Deuxième option, vous pouvez faire une histoire sans révéler la conclusion. Donc, vous savez, la toute première partie d'une histoire qui donne envie de savoir la suite. Par exemple, l'autre jour, j'étais au supermarché, il m'est arrivé ça, et il s'est passé ça et vous voulez savoir pourquoi? Oui, OK, je vais vous le dire, mais avant ça, revenons un petit peu en arrière. Pourquoi j'étais dans ce supermarché? Et là, on a envie de savoir la suite et on est hooké parce on a une open loop qui s'est créée. Research, présenter des résultats de recherche, mais seulement une partie pour juste commencer, quoi, ou seulement une partie des résultats, mais pas la conclusion. Pas le pourquoi, quoi.
Et ensuite, faites une affirmation inattendue sans expliquer immédiatement pourquoi elle est vraie. Voilà, c'est 4 types de hooks qui peuvent être vraiment sympas, pour commencer un contenu. Par exemple, si sur ma vidéo sur la biologie, si mon angle est «Pourquoi apprendre la biologie m'a transformé?», je pourrais opter pour une intro sous forme de question. Ce qui donnerait: «Si vous saviez comment fonctionne une feuille, est-ce que vous marcheriez dans un parc de la même manière? Avoir juste un arbre qui fait décor, ou est-ce que vous seriez fasciné par la technologie infiniment complexe qui est contenue dans un amas de cellules vivantes?» Si Là, un deuxième exemple similaire, je sais pas, si vous marchez sous les étoiles, mais que vous compreniez, ce qui se passe, les phénomènes chimiques qui se passent dans les étoiles à des millions d'années, est-ce que vous, je sais pas, continueriez à les regarder, pareil? Heu, voilà, ça pourrait être un truc comme ça c'est un bon hook qui pose des questions aux gens et qui les met dans un enjeu émotionnel. «Oh purée, mais attends, c'est vrai quoi, ce monde est magique». Heu, je peux prendre le même contenu et le raconter sous la forme d'une histoire. Donc, au lieu de partir sur, question, je pars sur narrative. En disant: «Un matin, je me réveille et je me dis: "Waouh, je lis tous les livres, mais pourtant je ne sais rien. Je sais pas comment cette plante à côté de mon livre fonctionne. Comment je fais pour voir? Comment je fais pour entendre des trucs? Quelle est la différence entre mon cerveau et celui d'un chat?" Et là, je pète les plombs et je me dis que je dois absolument remédier à ça. Alors je vais sur Amazon et je commande un livre de 2000 pages qui est en gros le programme d'une licence de biologie et je me mets à l'apprendre par cœur. 6 mois plus tard, je suis là et je vous raconte cette folle expérience. Est-ce que ça a changé pour moi? Ça, c'est une bonne histoire aussi. Et donc la conclusion, elle est pas révélée évidemment, c'est pas la chute, «En fait, ça m'a rien appris, c'est de la merde». Non, c'est OK, maintenant, OK, on est dans l'histoire, on va voir la suite. Et après, ça va pas m'empêcher de donner des super con concepts très concrets, sur la biologie. Donc protocole potentiel pour, créer un hook captivant, pardon. Vous pouvez vous demander: «Si quelqu'un d'autre écrivait mon intro, quelles questions captivantes pourrait-il me poser pour me donner envie de lire?» Vous pouvez noter ces questions même si vous n'avez pas les réponses. Et ensuite, vous pouvez classer les questions selon votre intérêt. Et ensuite, vous pouvez utiliser les meilleures questions dans votre intro sans révéler les réponses. Par exemple, si quelqu'un d'autre écrivait les intros, quelles questions captivantes il pourrait me poser pour me donner envie de lire ce contenu sur la prise de notes, ça sert à rien? Bah, les questions qu'il pourrait me dire, c'est: «Mais concrètement, une connaissance que tu as simplement et que tu appliques pas dans ta vie concrète, à quoi ça sert?» Il pourrait me demander: «OK, mais est-ce que les gens qui prennent des notes, c'est réellement les gens les plus intelligents, les plus curieux?» Ou «OK, mais est-ce que Einstein, Léonard de Vinci ou tous les gens qu'on connaît comme ça qui sont ouf, ils prenaient des notes?» «OK, mais» et ainsi de suite. Toutes ces questions-là. Et ensuite, on peut classer les questions, comme j'ai marqué ici, par, les meilleures selon nous. Et ensuite, on peut utiliser les meilleures questions dans notre hook sans révéler les réponses. Heu et voilà un exemple pour transformer une question en hook. Si on fait un guide sur, par exemple, sur le développement de la masse musculaire, peut-on développer une masse musculaire significative en seulement 3 mois? Comment les célébrités font pour développer une grosse masse musculaire en peu de temps, quand elles veulent avoir un rôle de super-héros? Voilà, des super questions que tout le monde se pose sur notre sujet et donc on peut le transformer en: «Il est possible de développer une masse musculaire significative en 3 mois». Je vais vous expliquer comment les célébrités s'y prennent pour préparer leur rôle. Voilà un exemple de de hook qui a été créé à partir de questions. Sachant qu'on peut aussi, poser des questions directes, hein, c'est pas un problème, c'est juste une manière de mieux le reformuler. Donc voilà, moi pour mon contenu du coup, celui-ci je pense que je vais aller sur un hook où je vais, comme ça va être une vidéo, tirer parti pris de ça en soit mettant un extrait de vidéo de quelqu'un qui dit: «Prendre des notes ça sert à rien, si on n'applique pas les concepts, dans la vie concrète, c'est inutile de prendre des notes, donc un système de prise de notes est inutile». Hem, ou je vais simplement afficher des miniatures de vidéos YouTube de gens qui disent: «Ça sert à rien de prendre des notes, c'est si on n'applique pas, ça sert à rien» et cetera. Donc je pense que je vais utiliser, voilà, ce truc visuel-là pour permettre aux gens d'avoir une connexion émotionnelle, genre: «OK, on réagit à ça et voilà pourquoi on est contre, cette personne-là». Et du coup, ça répond aussi de manière sous-jacente un peu à ces questions-là, qui sont un peu des questions un peu philosophiques aussi. OK, donc j'espère que ce protocole de création de hook vous parle. Ce que je fais souvent moi sur mes contenus, c'est que je me demande: «OK, quel type est le plus pertinent à mon contenu pour mon contenu?» Et donc j'essaye de faire un hook avec chaque type pour mon contenu. Par exemple, des questions intrigantes, bah, là je pourrais me demander, «Est-ce que prendre des notes, finalement, c'est vraiment utile? Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de perdre notre temps et à faire de la branlette intellectuelle?» OK, bon, pourquoi pas. Narrative. L'autre jour, je vais sur YouTube et je tombe sur cette vidéo. Là, c'est la vidéo, d'un gars qui dit: «Oui, mais prends des notes, ça sert à rien, tout ça, tout ça». Et là, je me suis dit: «Waouh, l'humanité va mal. Voilà pourquoi». Ah, ça claque un peu, parce qu'il y a une petite vidéo, il y a un peu un truc de l'autre jour, je vais sur YouTube, je sais pas, il y a une histoire qui commence à se mettre en place. OK,
intéressant. Research. Heu, Bah, là, je pourrais trouver des facts de research, quoi. Voilà pourquoi, la prise de notes, selon cette étude, sert à rien, améliore pas la mémoire et donc voilà ce que les gens font sur Reddit. Ils disent que prendre des notes, ça sert à rien. Mais est-ce que c'est vrai, au juste? Et à quoi ça sert finalement, la prise de notes? Research. Argument, faire une affirmation inattendue sans expliquer immédiatement pourquoi elle est vraie. Heu, Beh, ça pourrait être un truc du style, la prise de notes, beaucoup de gens disent que ça sert à rien. Pourtant, c'est la discipline qui pourra vous rendre le plus intelligent. Argument, bam, ce sera ma thèse et je vais la défendre pendant tout cet article. Donc vous pouvez choisir une de ces 4 options pour créer un hook. Moi, si vous regardez toutes mes vidéos, elles tournent quasiment toutes à partir de ces 4 hooks-là, et vous pouvez utiliser ce protocole-là pour vous poser les meilleures questions. Moi, en l'occurrence, au niveau de mon hook, je pense que je vais partir du coup sur quelque chose du style, narratif. Donc j'étais sur YouTube, j'ai vu la vidéo de ce gars, mettre, là, hop, vidéo Jean Rivière, je sais de quoi je parle. C'est la vidéo d'un gars qui dit: «Ouais, ça sert à rien de prendre des notes, machin». Heu, Dire que donc non, tac, ça m'a rendu triste. Ça témoigne d'un phénomène plus grand. Voici pourquoi. Et là, bam, je rentre dans ma vidéo et hop, les gens sont hookés. OK, c'est top. On a là, moi, je suis très content de mon introduction, de mon hook plutôt. Et maintenant, on va passer donc à l'introduction de la vidéo. Maintenant qu'on a attrapé les gens, il va falloir heu, qu'on, heu, qu'on qu'on aille un peu plus en profondeur dans l'introduction. Hem, je fais une petite pause juste pour vous expliquer. Comme vous pouvez le voir, heu, ici, je structure mon script sous une forme extrêmement minimaliste. Parce que quand je fais mes vidéos YouTube, ce que je fais, c'est que je me mets comme ça devant ma caméra, je lis un bullet points, je lis, voilà, la structure logique de ce que je dois dire et ensuite, je me mets à parler. Si j'ai des mots et des phrases écrites, déjà écrites, je vais pas être naturel, je vais me reprendre, je vais bafouiller, je vais cafouiller sur mes mots, je vais être moins naturel, je vais moins avoir de connexion émotionnelle avec la personne derrière la caméra. Donc finalement, ça détruit un peu la vidéo en tant que telle. Donc j'aime pas scripter mes vidéos et peut-être je vous recommande de pas le faire parce que c'est un énorme gain de temps de pas le faire et que vous serez peut-être plus naturel simplement dans vos vidéos. Donc vous voyez, moi je fais un truc de scripting extrêmement naturel avec juste les étapes de mon discours et les étapes de ma réflexion. OK, le hook étant structuré, passons donc maintenant à l'introduction. Donc structure potentielle, donc d'abord le hook de l'étape précédente. L'introduction, ça englobe le hook en réalité. Établir un contexte partagé, présenter les problèmes et les enjeux, explorer l'importance d'un problème, et puis suggérer une solution astucieuse. Par exemple, si on reprend mon livre sur la biologie, c'est pas simple à apprendre. Il y a des milliers d'abréviations, il faut connaître plein de trucs par cœur, c'est hyper galère. Excusez-moi, ouais, Silang, c'est comment j'ai appris ce livre de 3000 pages en 6 mois. Donc là, c'est vraiment une vidéo qui est dédiée aux méthodes d'apprentissage pour apprendre la biologie. Alors, voilà, ça pourrait être un truc du style. La biologie, c'est pas simple à apprendre. Il y a des milliers d'abréviations. Là, il y en a pas mal qui s'afficheraient à l'écran. Il faut connaître des trucs par cœur, comme toutes les formulations, toutes les formules des acides aminés ou autres. Euh, du coup, j'avais un énorme problème et je me demandais comment naviguer dans tout ce contenu sans me perdre. Et surtout, je me demandais est-ce que j'allais y arriver? Parce que je me suis lancé dans ce défi, mais en fait, c'est très compliqué la biologie. Et donc, j'ai créé un plan infaillible pour y parvenir. Simple, efficace, c'est une intro extrêmement scolaire, mais qui donne l'enjeu. Purée, mais en fait, c'est vrai, il a quand même fait un truc de ouf. C'est quand même apprendre une discipline où il y a un milliard d'abréviations, où c'est compliqué, où les gens normalement vont 10 ans en médecine pour apprendre ce genre de trucs. Là, putain, il est fort quoi. Et ensuite, du coup, que j'ai créé un plan infaillible qui ajoute de la curiosité pour aller à l'étape suivante. On va le voir dans la relecture, dans la partie relecture de cette masterclass. Euh, mais concrètement, il faut toujours qu'on se pose entre les questions la question euh, pourquoi j'ai envie de voir la suite? Pourquoi j'ai envie de voir la suite? Bah là, j'ai envie de voir la suite parce que je veux savoir c'est quoi ce plan infaillible pour parvenir à la solution. Donc voilà, maintenant ceci étant dit, pour, ma vidéo à moi, sur, prendre des notes, ça sert à rien, bah, je vais suivre les étapes tout simplement. Établir un contexte partagé, un truc du style, on a tous eu cette, impression de perdre notre temps
on a tous déjà pas réouvert une note qu'on a prise. OK, le problème est les enjeux. Donc on a l'impression de se déconnecter de nos enjeux et de nos objectifs et que ça sert à rien. Mais attention, le problème c'est que si on raisonne comme ça, on risque de finir complètement appauvri intellectuellement, plus capable de générer des idées par nous-mêmes, au service des IA, carrément. Ce serait la même réflexion que de se dire, cuisiner ça me prend du temps, donc je vais seulement commander, faire du surgelé. Et là ensuite je présente ma solution astucieuse. Non, la réalité, c'est que le raisonnement est faux. Car il faut se demander que nous apporte la prise de notes. Et bam, là j'ai fait du reframing dès le début pour leur dire, mais en fait non, la vérité c'est que si on réfléchit comme ça, le fait que, ok, prendre des notes ça prend du temps, on va jamais les relire, on va jamais les réutiliser, c'est pas connecté à nos enjeux, ça nous fait pas réellement progresser, donc on a perdu des dizaines d'heures à prendre des notes qui servent à rien. Si on a ce raisonnement-là, bah ok, j'ai perdu des dizaines d'heures cette semaine à faire la cuisine. Pourtant, à faire la cuisine, c'est ce qui me permet aujourd'hui de tenir depuis 10 heures du matin à faire ces vidéos. Parce que j'ai une bonne énergie grâce aux aliments que je mange, parce que je cuisine. Donc en fait, le raisonnement, il est faux de se dire que je perds du temps à cuisiner. Non, parce que je me demande c'est quoi que ça m'apporte de faire la cuisine, de la bonne énergie, et donc ça me permet de faire mes projets et d'accomplir mes rêves. Donc le raisonnement est le même pour la prise de notes. Qu'est-ce que ça nous apporte la prise de notes? Et du coup, ça va être tout le développement de la vidéo. Voilà, OK. Donc là, on a fini l'intro, on passe à la partie suivante. Développer l'histoire avec des micro-conflits ou des rebondissements. On peut utiliser la structure narrative classique, explosion, exposition, conflit, résolution. L'objectif, c'est de créer une tension narrative en posant des questions tout au long de l'histoire. Il faut s'assurer que chaque élément contribue à l'avancement de l'histoire et de penser à la progression. Comment maintenir l'intérêt jusqu'à la fin. Que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se demande pourquoi j'ai envie de regarder la suite. Et on peut considérer l'utilisation d'un twist ou d'une révélation surprenante à la fin, comme dans les films d'Hollywood. Voilà, c'est mes petits bullet points que j'ai notés ici. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette chose qui est la pyramide de Freytag. C'est en gros l'arc narratif de base. Dans n'importe quelle histoire, ce qui se passe, c'est qu'on a une situation initiale. Ah ok, il y a une fille avec son père et sa mère, ils sont à la plage et tout. Oh, mais d'un coup, la fille se fait voler son ballon. Alors, elle va commencer à courir après, et hop, elle se perd. Putain, elle est toute seule. Ok, conflit numéro un. Donc le ballon est parti, ça fait l'élément déclencheur. OK, elle cherche son ballon. Hop! Elle se perd. Elle est toute seule maintenant. Oh waouh! Conflit numéro 2. Conflit numéro un, pardon. OK, ça va un peu mieux. Waouh! Mais d'un coup, la tension narrative réaugmente parce que, oh, elle voit son ballon au loin, mais il est au sommet de la montagne. Donc elle commence à escalader la montagne. Conflit numéro 2. Oh, elle a le vertige, elle va tomber. OK, mais elle arrive à se rattraper, très bien. Mais conflit numéro 3. Putain, maintenant, après avoir escaladé la montagne, elle a fait autre chose. Bon, bam! Climax, c'est vraiment le truc horrible. Il y a un goéland qui vient commencer à taper contre son crâne, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Climax. Ensuite, waouh, OK, c'est bon, elle a réussi à se sauver, elle a rattrapé son ballon et puis il y a la police qui la cherche donc voilà, c'est la résolution après. OK, la police la retrouve au loin, ils envoient un hélico, elle voilà, il y a un petit temps de retour au calme parce que, OK, il faut que les parents la consolent et tout
Et puis le dénouement, c'est: «OK, j'ai récupéré mon ballon, j'ai grandi, et maintenant je me sens autonome et je ferai plus la bêtise de plus aller sans mes parents». Dénouement, retour au calme. Voilà la pyramide de Freytag. Il y a des milliards de variations de ça, il y a des flywheels, enfin il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui existent pour structurer des bonnes histoires. Mais ça, c'est la base qui fait absolument n'importe quelle histoire qu'on a envie d'écouter, en tout cas. Exposition, conflit, résolution. C'est le truc de base. Exposition, conflit, résolution. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut structurer notre contenu exactement de la même manière? Et pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire aussi? Bah, nous, notre but, c'est d'avoir de l'attention des gens, que l'attention reste tout au long de la vidéo, évidemment, ou tout au long du contenu écrit. Et comment faire ça? Il faut que la personne ait un enjeu émotionnel, qu'elle sache: «OK, bah, là, il y a un conflit, il y a une tension narrative qui est pas résolue. Purée, la petite fille, est-ce qu'elle va revenir avec son père?» Si c'était prévu, s'il y avait pas d'arc narratif, pas d'élément déclencheur, c'était juste la petite fille qui joue avec son père, puis elle va avec sa mère, puis ensuite elle va acheter une glace, puis ensuite c'est juste une énumération, on s'en fout, tu vois? Enfin, on a envie de zapper, quoi. Il y a pas de tension, il y a pas de stress, il y a pas de suspense. Tout ça, ça vient parce qu'il y a une tension narrative qui a été créée par un élément déclencheur qui vient créer une tension narrative. Et c'est exactement pareil pour les vidéos d'information. C'est-à-dire, si je fais une vidéo, par exemple sur, Obsidian. Bah, si je présente la vidéo Obsidian de manière très plate, ça va être: «OK, donc c'est un logiciel de prise de notes. OK, c'est un logiciel en format markdown. C'est un logiciel, qui vous permet de prendre de super notes, visuelles. C'est un logiciel qui a un système de Canva. C'est un logiciel qui a des liens bidirectionnels». J'ai envie de me tirer une balle, évidemment que je vais pas rester jusqu'au bout de ce contenu. Parce qu'il y a pas, de tension narrative et de trucs qui m'incitent à rester jusqu'au bout. Alors que par contre, si je raconte une histoire, j'ai testé 12 logiciels de prise de notes ce dernier mois et Obsidian est le vainqueur. Honnêtement, je pensais pas. Parce qu'Obsidian, il a une interface de merde, il est c'est un truc qui est un peu pour les geeks, ça a l'air hyper complexe. Cependant, en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonctions qui étaient absolument merveilleuses et qui allaient de loin au-delà des autres logiciels et c'est pour ça que je l'ai choisi. Waouh, OK, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Et là ensuite, bam, conflit 1, conflit 2, conflit 3. Le problème que j'avais avec les autres logiciels, c'était ça, mais Obsidian, il le fait à merveille. Le problème que j'avais avant, c'était ça, mais Obsidian, il résout tout ça. Et de plus, avant, j'avais ce problème, mais maintenant, j'arrive à le résoudre grâce à Obsidian. Et le truc que je préfère par-dessus tout sur Obsidian, c'est ça. Voilà pourquoi donc vous devriez prendre Obsidian, et la résolution, ce serait, voilà comment l'installer, voilà, comment vous pouvez apprendre à l'utiliser, et cetera. Le fait que j'ai mis ce contexte narratif autour, ça donne envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc l'attention narrative, ça permet de garder l'attention des gens. Donc comment moi je peux structurer mon contenu principal? Donc je rappelle que mon objectif, c'est que les gens, ils aient de l'inspiration pour gagner en profondeur intellectuelle. Donc mon but, ça va être de montrer ça, quoi. OK, vous avez normalement vu un timelapse de moi qui est en train de rassembler des notes et d'organiser du contenu. Je viens de passer à peu près 20 minutes là, à écrire, le cœur du contenu de l'article, ou de la vidéo plutôt qu'on fait ensemble, et je vais maintenant vous présenter un petit peu ce que j'ai créé, pourquoi je l'ai créé comme ça et quel est le processus que j'ai suivi. Donc la première étape que j'ai suivie, ça a été simplement de reprendre, les 4 arguments que je voulais mettre dans mon article, dans les points d'appui, et les balancer juste ici. Ensuite, je me suis demandé: «OK, mais c'est quoi l'ordre que j'ai envie de suivre?» Et bah, j'avais envie de faire un ordre par péripétie croissante. C'est-à-dire, OK, c'est donc on a dit que le raisonnement était faux. Oh, élément déclencheur, car il faut nous demander ce que nous apporte la prise de notes. OK. Donc maintenant qu'on a dit ça, il faut qu'on comprenne un petit peu genre la base, là où tout le monde croit qu'on va aller. Genre, le cerveau il est faillible, donc la prise de notes, ça permet de mémoriser en réalité sur le long terme. Pas de mémoriser, mais de garder trace sur le long terme. Et ensuite, on va aller dans des trucs de moins en moins évidents pour la personne. Donc j'ai un peu trié comme ça mon article en me disant: «Waouh, on va aller dans des trucs de conflit ou d'explosion intellectuelle de plus en plus ouf, selon moi». Donc on a un cerveau, mais il est faillible. Hop, principe de la courbe des Binghaus. OK. Donc on prend des notes. Mais on a l'impression que ça sert à rien car on oublie aussi qu'on a pris des notes et on les relit jamais. Donc les notes, ça sert à rien. Non, car, là ensuite, faire une analogie avec l'investissement financier. Donc dire que ça, c'est un truc qui m'est venu naturellement, sur le on the spot, là maintenant, en me disant: «Oui, mais en fait, c'est comme si tu investissais dans un passif.
Tu que des Starbucks tous les matins au lieu de mettre ces 900 € par mois en bourse et ensuite à la fin, dans, 20 ans, avoir ta retraite qui est créée juste avec tes cafés Starbucks. Donc voilà, c'était un peu l'analogie avec l'investissement financier. Donc hop, j'ai envie de parler de ça. Donc prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Mais ça, c'est encore secondaire. Donc là, ce que je fais en fait avec cette transition-là, c'est dire: «OK, donc là, on a eu un premier conflit qu'on a résolu, mais en réalité, on a un conflit qui est encore plus grand qu'il va falloir qu'on résolve ensemble». Ce deuxième conflit, c'est que, en fait, bah, c'est celui de la sharpness of thinking. Prendre des notes, ça permet de comprendre et de maîtriser. Donc là, j'avais la chance d'avoir une note déjà faite sur la sharpness of thinking. Du coup, j'ai juste demandé à Claude de me résumer cette note-là. Voilà, je lui ai mis le truc, hop, il m'a résumé un peu, voilà, ce que j'avais noté dans cette note-là et puis après je lui ai demandé de créer des catégories un peu généralistes, d'aller plus en profondeur et tout et il m'a créé un truc dont je suis vachement content, qui est donc ici, qui dit simplement, voilà, il y a différentes typologies de penseurs, les gens, qui sont surface, les gens qui sont spécialistes, mais qui sont identifiés au concept et ensuite il y a les multipassionnés cloisonnés et puis surtout maintenant il y a les intégrateurs transcendants, les gens qui vont à travers les concepts et qui se désidentifient complètement, des concepts, qui les comprennent de manière profonde, mais détachés. Qui disent pas: «OK, je suis expert de ce truc-là» et qui vont être attachés au fait que ce concept-là est le meilleur, mais voir les limitations, de chaque concept et sa pertinence dans un certain contexte. Donc c'est une vue intégrative, flexible, avec une humilité épistémique dans les connaissances. Et ça, il y a que la prise de notes qui permet de l'avoir. La prise de notes et l'éveil spirituel, mais principalement la prise de notes et l'éveil spirituel. Voilà, j'ai laissé ça, mais je sais pas si je le dirai au final dans la vidéo. Bon, c'est le reste du résumé de Claude. Et là ensuite, j'aimerais faire un truc, OK, mais on a un autre problème, c'est que c'est peu plaisant la prise de notes, en fait. Et là, l'idée serait de dire: «OK, mais on va voir la prise de notes comme un truc un peu fractal et tout». La question qu'on peut se poser maintenant, c'est: c'était quoi en réalité ce que j'avais mis dans mon angle? La qualité de pensée s'appauvrit et les gens croient qu'il ne faut plus prendre de notes, ils ont tort. Donc j'ai fait exprès de laisser ce truc parce que je vais vous montrer que devant vous, en fait, je vais le supprimer. Parce que c'est un truc qui nous dévie un peu de l'arc narratif, qui nous dévie un peu du conflit et qui dévie un peu de l'angle du message principal. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Genre, comment aimer la prise de notes? Pourquoi j'adore prendre des notes? Bon, c'est une super vidéo et je pourrais mettre ces arguments, à cet endroit-là, dans la vidéo que je vais faire sur ce sujet. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je n'hésite pas à supprimer dans ma relecture, les choses qui sont pas forcément ultra pertinentes. OK, c'est beau d'aller en profondeur, mais pourquoi? Et là, c'est là où j'ai envie d'aller dans mon climax et aussi dans ma conclusion, ma péroraison et aussi qui va répondre à mon objectif qui était inspirer les gens à prendre des notes pour gagner en profondeur intellectuelle. Pourquoi? Pour se connecter à ce qui est l'essence d'être humain, qui est la création. Heu, Or créer, c'est assembler des idées et et on a de l'émergence par la sérendipité, et la prise de notes, c'est utile car c'est la seule discipline qui nous permet de mettre en relation des concepts éloignés. Là, je pourrais faire une démo dans mon second cerveau en montrant, heu voilà, comment je mets en relation 2 concepts qui sont très éloignés dans mon système de prise de notes. Et ensuite, j'ai fait une conclusion un peu, de péroraison. Je me suis rappelé d'un article d'un article, d'une vidéo que j'avais faite. Je pense que celle-ci, elle date de 2020, un truc comme ça. Donc c'est vraiment vieux, c'est très mal écrit. Mais j'avais fait un sorte de slam. Je voulais faire, une sorte de vidéo un peu rap, avec du motion design et tout, voilà, donc c'était un truc un peu artistique dans l'idée. Bref, j'ai donné ça à Claude, je lui ai dit de me résumer ce truc, heu, en quelques lignes, en guise de péroraison pour un article. Péroraison, c'est un terme que les IA aiment bien. Péroraison, si vous connaissez pas, c'est la fin d'un discours rhétorique, c'est quand à la fin tu ah OK, bon, apparemment ça peut être un truc un peu creux, mais la péroraison, c'est un truc un peu, artistique qui ferme en faisant une ouverture. C'est comme une ouverture, en fait, à la fin d'une dissertation. Et donc moi je l'ai faite là, enfin c'est ChatGPT qui l'a faite quoi. En définitive, la prise de notes, c'est un processus créatif. Dans le processus créatif, n'est pas qu'une simple habitude documentaire, c'est un acte de création en soi. Tout comme l'artiste qui capture l'étincelle fugace d'une inspiration pour la transformer en œuvre, le preneur de notes cultive un terreau fertile où les idées pourront germer et s'épanouir. Ces notes deviennent un cocon intellectuel riche en nutriments créatifs où chaque idée
pensée peut se développer, mûrir et finalement prendre son envol. Car au fond, qu'est-ce que la création sinon la capacité à capturer ces fragments d'inspiration que la vie nous offre pour les nourrir de notre technique et de notre savoir jusqu'à qu'ils deviennent des œuvres capables de résonner avec d'autres. La prise de notes est ainsi la première étape de ce voyage créatif, le moment où l'on décide non seulement d'écouter ses intuitions, mais aussi de leur donner la chance d'exister. Bam! Voilà, bon, je sais pas si ça va être ça la vraie conclusion, mais en tout cas, ça peut être une idée de péroraison pour faire un retour au calme et une inspiration pour les gens. Voilà comment j'ai structuré le truc. Donc voilà, vous voyez, en fait, moi, c'est assez facile pour moi de créer des contenus parce que j'ai passé des années à créer un système de prise de notes, parce que j'ai passé des années à parler du même sujet. Donc j'ai beaucoup de choses qui sont en place. Ne serait-ce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais je suis aussi retourné un peu sur mon blog pour voir les choses que j'avais sur la prise de notes. Là, j'avais un peu des trucs, je me suis dit: «Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à relire». Donc je suis allé revoir un peu ce qu'il y avait marqué là et ça m'a donné un peu des idées aussi sur l'analogie avec l'investissement financier. Il y a des choses qui me sont venues, quoi, mais j'ai de la matière et c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est important de prendre des notes quand vous êtes créateur de contenu. C'est parce que, vous voyez, ça 20 minutes, je fais une vidéo comme ça, sans préparation évidemment. Alors qu'en temps normal, ça aurait pas été le cas, quoi, si j'avais rien eu. Hem, donc voilà, comment on peut structurer un contenu. Hem, En gros, j'avais aussi vu, Victor Ferry, le gars qui parle de rhétorique là, parler de ça. Lui, il disait: «Entre chaque partie, faut que vous ayez une transition du style: "OK, là, on a attaqué le premier problème, mais attention, on a un problème encore plus gros qui arrive et qui est le suivant. Bam! Mais attention, on a un problème encore plus gros qui arrive et qui est le suivant. Bam!" Et tu peux faire ça en 4 parties maximum dans une vidéo, où à chaque fois tu passes à un problème plus grand pour rediriger l'attention vers: «OK, il y a un autre conflit». Et s'il y a un moment où il y a plus de conflit ouvert et vous êtes tout simplement en train de parler pour parler, pour parler, les gens vont partir. S'il y a toujours une tension narrative, ça va rester. Et là, on voit qu'il y a toujours une tension narrative parce qu'entre chaque partie, c'est dire, heu «Donc ça sert à rien? Non, car, OK, mais ça, c'est secondaire, car le vrai point, c'est celui-là». Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, OK, c'est beau d'aller en profondeur, mais pourquoi? Parce que créer, c'est l'essence. Mais comment créer? Comment marche la création? Démonstration, conclusion. Et voilà, c'est un truc où ça s'enchaîne très rapidement autour d'une même tension narrative qui est une même problématique qu'on a mis en place au début de la vidéo, dans notre introduction, avec le contexte, qui était la présentation de, heu, OK, mais en réalité, qu'est-ce que ça nous apporte la prise de notes? Donc voilà, c'est une sacrée aventure, hein, mais mais le contenu est là, le contenu est fait. OK, je vous propose de passer à la troisième partie donc de cette masterclass, qui va donc cette fois-ci être sur, voilà, améliorer la narration, réviser et affiner, analyser et apprendre. Donc pour améliorer la narration, l'idée, ça va être déjà de vérifier qu'on a des connecteurs logiques entre chaque idée. Il faut qu'entre chaque point de notre vidéo, on ait des mais, on ait des car, on ait des donc, on ait des ou, on ait des, alors que. C'est super important. On a un second cerveau, mais il est faillible. Donc on prend des notes. Mais, donc, non, car, heu, mais c'est secondaire, car prendre des notes. Vous voyez? Voilà, faut vraiment s'assurer qu'on a les mots de transition entre chacune de nos phrases quasiment, mais chacune de nos grandes idées, parce que sinon ça montre un manque d'articulation. Si c'est ju si à un moment, on a juste une énumération, ça veut dire que le fil de la narration est coupé. Les énumérations, on veut pas ça dans les contenus, ça perd l'attention des gens. On veut vraiment un lien entre toutes nos idées, avec un lien logique qui lie chacune de nos idées. Donc il faut absolument avoir des mais, des car, des donc, et cetera. Ensuite, assurez-vous que chaque phrase fait avancer l'histoire vers la résolution. Donc chaque idée que vous amenez, ça doit pas être un truc qui vous écarte de l'angle du sujet, ça doit être vraiment un truc qui amène vers la résolution du conflit. Là, par exemple, c'est pour ça que j'ai enlevé, la partie sur, heu, comment rendre la prise de notes plaisante. Parce que c'était pas ça, ça nous amenait pas vers la résolution et donc on perd la tension narrative et les gens s'en vont. Parce que: «Waouh, pourquoi il me balade?» Ensuite, vérifiez que chaque élément sert l'angle choisi, bon, c'est la même chose. Créer une progression fluide qui maintient la curiosité du spectateur, exploiter les micro-conflits pour maintenir l'engagement. Oui, mais car à l'intérieur du conflit principal qui est pourquoi est-ce qu'on prend des notes, il y a des milliers de micro-conflits entre voilà, les différents niveaux de la profondeur, il y a plein de micro-conflits partout. Euh, Ensuite, jouer avec la curiosité en révélant progressivement les informations. Donc là, bah, c'est ce qu'on fait. Il y a toujours un nouveau grand mystère qui arrive.
Et le fait aussi de pas donner le sommaire au début de la vidéo, ça vous permet aussi de maintenir le contenu toujours, plus engageant parce qu'il y a toujours le mystère de: «Oh, oh, mais c'est quoi le suivant?» OK, donc voilà comment créer un bon fil narratif, une bonne articulation narrative, disons. OK, maintenant qu'on a vérifié un peu l'articulation du fil narratif, des idées, des concepts, la la question qu'on va se poser, c'est: est-ce qu'il y a au moins une histoire ou un exemple par concept que j'ai mis dans mon contenu? Pourquoi? Parce que c'est les histoires et les concepts qui nous font évoluer. Les concepts nous convainquent, mais pour se faire persuader d'appliquer quelque chose et d'effectuer un réel changement dans notre vie, il nous faut une histoire ou un exemple qui va venir, waouh, nous toucher profondément dans nos émotions. Et pour ce faire, bah, il y a pas 36 solutions, il faut donc trouver des histoires et des exemples pour chacun des concepts que vous avancez. OK, donc je vous propose maintenant de regarder dans Obsidian si j'ai bien mis des exemples et des histoires pour chaque concept que j'avançais dans le contenu. Donc le premier concept que j'avance, c'est la courbe d'Ebbinghaus. Est-ce que j'ai bien mis un exemple? Oui. Le dernier livre, en fait, je leur pose une question pour illustrer, ce point-là. Si je leur dis: «Est-ce que vous pourriez réexpliquer le contenu du dernier livre que vous avez lu à quelqu'un?» Oui, non. C'est un super exemple, c'est une question directe, donc ça leur permet de se sentir, comment dire? Que j'interagis avec eux. OK. Ensuite, truc suivant, l'investissement financier, oui, dans tous les cas, c'est déjà une métaphore, une analogie. Donc on va pas rajouter un exemple sur une analogie et dans tous les cas, je vais donner des exemples pour expliquer c'est quoi un passif et c'est quoi un actif. Ensuite, on passe au point suivant, sharpness of thinking. À chaque fois, je donne des exemples avec une personne qui lit beaucoup de résumés, avec un économiste qui analyse tout uniquement à travers le prisme de l'économie. Donc voilà, je vais donner des exemples pour chaque partie. Donc ça, c'est good, on peut passer. Ensuite, ouais, créer, c'est assembler des idées. Là, je vais donner l'exemple du roller. Le gars du roller, il connaissait la roue, la chaussure, il les a assemblées, bam, le roller. Ensuite, je vais faire une démonstration, donc un exemple très concret dans mon second cerveau. Moi, j'aime beaucoup les exemples plus que les histoires, parce que je suis une personne qui est extrêmement, rapide dans ma réflexion et donc généralement, quand quelqu'un me raconte une histoire, j'ai déjà compris ce qu'il voulait me dire et ça m'énerve. Donc j'aime pas, infliger ça aux autres, disons, mais généralement, raconter des histoires, c'est top aussi, hein. Pas de problème là-dessus. Donc voilà, on se rend bien compte que le contenu est validé au niveau de ce framework-là. Est-ce qu'il y a au moins une histoire et un concept, une histoire et un exemple, par concept? La réponse est oui. Je vous invite à faire pareil sur votre contenu à chaque fois avant de le finir. Ça vous coûte rien de rajouter un petit exemple par-ci par-là, par concept et si vous n'arrivez pas à en créer, peut-être que c'est le moment d'aller demander à ChatGPT ou à Claude de vous trouver des concepts, enfin des exemples, ou sinon d'aller voir des petites sources sur Google pour illustrer ce que vous voulez dire. Ensuite, pour réviser et affiner, bah, chaque élément que vous mettez, est-ce que ça sert à langue choisie, oui ou non? Bon là, c'est pareil qu'avant. Éliminer les détails superflus qui font pas avancer l'histoire, pareil. En fait, c'est supprimer, 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 hein. Il y a tous les auteurs qui disent: «Mon premier draft, il fait 200 000 mots, mon dernier draft, il en fait que 10 000». Il faut dans tous les cas que vous vous assuriez que la curiosité est maintenue tout au long de votre histoire. Tout au long du contenu, il faut que la curiosité soit toujours là. Et donc, pour faire ça, ce qui est super, c'est de se demander si chaque partie répond à la question: «Pourquoi je veux savoir la suite?» Pourquoi là, si on met pause par exemple, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je veux savoir la suite? Bah, je veux savoir la suite pour comprendre pourquoi c'est important d'être un intégrateur transcendant. OK, très clair. Si on s'arrête, je sais pas, si on s'arrête, ici, pourquoi est-ce qu'on veut savoir la suite? Bah, on veut savoir la suite parce que, on sait que notre cerveau est faillible et on sait pas c'est quoi la solution. Il faut toujours qu'il y ait une tension narrative quelconque entre toutes les parties de notre vidéo. Et ensuite, vous pouvez ajouter le ton, le style et cetera pour que ça corresponde à votre personnalité et à celui de votre public cible. Et ensuite, voilà, bon, c'est des trucs un peu bateaux, mais globalement, observer les réactions et l'engagement du public, identifier, ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré et appliquer les leçons apprises aux futures créations. Moi, c'est un processus qui me vient là d'analyser pas mal de mes vidéos précédentes, mais certainement que dans 2 ans, vous me demandez c'est quoi mon processus d'écriture, il ressemblera pas du tout à ça. Là, c'est un processus à un instant T qui me permet d'écrire des contenus qui me satisfont, aujourd'hui, mais certainement que dans quelques années, ce sera plus le cas parce que j'aurai un nouveau public, de nouveaux retours, de nouveaux insights. Donc, et n'hésitez pas à copier-coller, par exemple, ce protocole, mais à le modifier en permanence pour que ça corresponde à vos propres feedbacks. Et voilà, c'est déjà la fin de cette, masterclass sur la création de contenu. Pour récapituler un petit peu ce qu'on a dit, on a vu que la qualité d'un contenu, la valeur qu'on va délivrer finalement, c'est une équation qui peut se résumer
à 2 variables, la résonance et la nouveauté. La résonance, c'est la pertinence que vous allez avoir par rapport à la situation que rencontre actuellement votre, lecteur et la qualité des histoires que vous allez pouvoir raconter ou la qualité des exemples que vous allez pouvoir donner pour connecter émotionnellement avec la personne. Et ensuite la nouveauté, ça va être, la qualité des concepts et des insights que vous allez pouvoir leur proposer, en ayant des choses foncièrement nouvelles que vous avez créées à partir de votre valeur, votre expérience de vie. En multipliant l'un par l'autre, vous obtenez la qualité finale de votre contenu. Donc est-ce que c'est bien écrit, c'est bien articulé, il y a des bonnes histoires, ça c'est pertinent pour la personne et il y a de la nouveauté et c'est pertinent. Et tout ça, ça fait qu'il a un contenu a de la valeur pour la personne parce que la valeur, on le rappelle, heu, ce qui apporte vraiment de la valeur, c'est des améliorations concrètes dans des domaines qui comptent tous les jours pour vos lecteurs. Les next steps pour profiter au mieux de cette masterclass, c'est de copier-coller les templates qui sont disponibles en téléchargement sur cette page. Vous pouvez les copier-coller dans votre logiciel de prise de notes et comme ça, dès que vous créez un nouveau contenu, vous pouvez dupliquer le template et commencer à remplir votre vidéo à l'intérieur du template. De cette manière-là, vous, pourrez, aller plus rapidement vers l'objectif de créer un bon contenu grâce au template que je vous mets à votre disposition. Autre chose, c'est de faire cet exercice pour générer des insights. J'espère que ça va vous apporter beaucoup de nouvelles idées et de divergences. N'oubliez pas, faites-le 2 heures. 2 heures, c'est super important. Et si au moment où vous regardez cette, masterclass, vous êtes dans le club Elliott Meunier, alors, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le groupe Telegram pour dire, «Hey, qui veut faire, ce protocole, de génération d'insights avec moi pendant 2 heures?» On se met en Zoom, ou on se met dans une salle à Paris et on fait ce protocole, pour s'entraider. Ça peut être une super idée pour le faire collectivement. Voilà. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette masterclass. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez créer des super contenus grâce à toutes ces informations. Salut.